Finalement, Donald Trump a reçu la réponse du côté iranien. Il l'attendait parce qu'ils étaient censés la recevoir plus tôt. Mais après 4 jours, comme Donald Trump lui-même l'a souligné, ils ont attendu 4 jours pour un document de l'Iran qui aurait pris moins de 10 minutes à préparer. En gros, il explique que l'Iran n'a pas vraiment changé grand-chose dans cette nouvelle réponse à la proposition américaine. Le président du Parlement iranien dit d'ailleurs que pour l'essentiel, les points principaux du côté iranien restent le plan en 14 points qu'ils avaient déjà remis à la partie américaine auparavant. Nous avions un plan en 10 points, si vous vous souvenez, puis un plan en 14 points, qui reprenait le plan en 10 points, avec en plus certaines conditions préalables posées par les Iraniens. Et puis hier, le président du Parlement iranien a tweeté que l'Iran était prêt. Si c'est la voie diplomatique, ils sont prêts pour ça. Si c'est la guerre, ils sont plus que prêts pour ça. Et ils disent avoir des surprises en réserve. Donald Trump sera en Chine mercredi. Comment voyez-vous la réaction iranienne? La manière dont Donald Trump s'attendait à cette réaction et la façon dont les choses se sont déroulées jusqu'à présent. Grande question. Prenons les choses une par une. C'est très utile que vous ayez rappelé ce qu'a dit M. Ghalibaf, parce que c'est essentiel de bien comprendre les limites de ce que Trump peut dire sur ce qu'il pense que les Iraniens disent. C'est intéressant et je recommande à notre public d'aller sur rollcall.com pour lire ou regarder la transcription complète. C'est plus facile de suivre Trump quand on le lit. Il s'agit de la conférence de presse du 11 mai, donnée, ironie du sort, lors d'un événement sur la santé mentale. Et s'il y a bien un exemple, dans les propos de Trump, de quelqu'un qui aurait besoin de soins en santé mentale, c'est lui. Mais reprenons calmement. D'abord, Nima, vous avez fait un point vraiment important. La façon dont il a décrit le document iranien, puis dit qu'il n'avait pas eu le courage de le lire jusqu'au bout, montre qu'il ne comprend pas ce qu'on lui présente, ni ce qu'il lit. En réalité, il ne lit jamais les originaux. D'autres lui apportent des résumés, des citations, des extraits, mais il ne peut pas suivre. Son cerveau ne fonctionne pas dans le détail. Donc, 14 points. Lui, il en saisit peut-être 2 ou 3 dans les grandes lignes. Premier point, c'est un vrai problème, que ce soit du côté iranien, chinois ou russe. Il faut garder à l'esprit que le président Poutine se rendra en Chine très bientôt. C'est très clair. Et Yuri Ushakov a indiqué que la visite russe en Chine était imminente. Alors, comment peut-on comprendre comment négocier avec Trump s'il ne comprend même pas les points essentiels? Premièrement. Deuxièmement, si je comprends bien, la partie iranienne a en quelque sorte organisé ses propositions en 3 étapes. La première étape, c'est de renforcer la confiance et de stabiliser, disons, le terrain du champ de bataille. Autrement dit, qu'il n'y ait plus de combat et que chaque camp soit sûr qu'il n'y aura pas de reprise des hostilités. Et la partie chinoise a clairement insisté, comme l'a souligné M. Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères, mais surtout membre du Politburo, lors de sa rencontre avec Abbas Araghchi la semaine dernière, non seulement sur l'absence de reprise des combats, mais aussi sur la nécessité d'une base stable pour les négociations. Donc, la Chine soutient cette approche par étapes telle que l'Iran semble l'avoir formulée. D'abord, un cessez-le-feu durable et la confiance que les Américains ne rompront pas ce cessez-le-feu. Durable, ça concerne aussi les Israéliens. Mais en gros, on sait déjà que les Américains ont rompu le cessez-le-feu avec leurs manœuvres navales provocatrices dans le détroit d'Ormuz. Et les Israéliens, eux, ont même intensifié leurs actions au Liban. Donc il y a des violations répétées du cessez-le-feu. La première étape, du point de vue iranien ou de n'importe quel autre point de vue d'ailleurs, c'est de renforcer la confiance et de respecter les termes de manière stable.
Trump, lui, ne comprend pas ça. Et en fait, il n'en parle même pas. Ce dont il parle sans arrêt, et on a souvent qualifié ça de trouble cognitif chez le président, c'est de plus en plus flagrant. On peut le voir dans le texte publié sur rollcall.com, que j'ai d'ailleurs sous les yeux. C'est pour ça que je regarde vers le bas, sur la feuille. Understand more than one or two concepts of this negotiation. And so he focuses, actually, in contradiction to the Iranian three stages. Iranian three stages, and correct me if I'm wrong, one, stable base, stable ceasefire, confidence building that one side isn't violating. And the two sides who are violators are the US and Israel. One. Two, a Hormuz regime that comprises not only the Straits regime for the future, a toll that covers reparations, but also a dismantling of US and worldwide sanctions on Iran, of which the Hormuz blockade is a good example. Third stage is nuclear issues. That's, on the one hand, an Iranian undertaking not to develop a nuclear weapon. On the next, it's the issue of what's to be done with the stock of enriched nuclear material. And then associated with that is the issue of Iranian missile defenses capabilities, the Israeli demand to disarm Iran entirely. Well, let's just say the Israeli war aim here is genocidal destruction of the Iranian state, disarmament of every kind, and so forth and so on. But looking at exactly what Trump had to say, he's asked what sort of plan he has in dealing with the Iranian proposal. And he repetitively... Il décrit ce qu'il a dans la tête, qui est effectivement très simple, et il le répète. Je ne sais pas pourquoi, dit-il. I don't know why, he says. You don't say it like it is. Iran cannot have... Tu ne dis pas les choses comme elles sont. L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Il le répète environ 3 fois en 5 minutes. L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Ensuite, il passe à une sorte de troisième étape, alors que les propositions de l'Iran n'en sont pas encore là. Il ne parle pas, et ne parlera pas, des soi-disant préconditions, la première et la deuxième étape. Il ne peut pas accepter, comme base de négociation, que les États-Unis doivent rassurer leur adversaire. Non, pour lui, négocier, c'est détruire l'autre camp. Et il le répète en disant qu'il a détruit la marine, qu'il a détruit l'armée de l'air. Ils n'ont plus de défense antiaérienne, dit-il. Et moi, je tourne ma page. Ensuite, il en vient à quelque chose qui montre presque à quel point il ne comprend pas la question de l'enrichissement nucléaire. L'Iran m'a dit très clairement, je cite, qu'il compte nous donner la poussière nucléaire, comme je l'appelle. Ce qu'il entend par poussière nucléaire, c'est le stock de matière nucléaire enrichie. Mais lui, il appelle ça de la poussière. C'est plus simple que d'utiliser d'autres termes, parce que c'est un mot. Voilà, il veut dire poussière. Mais cette poussière nucléaire, c'est ce que nous avons visé. Et là, il répète l'histoire selon laquelle, en fait, le raid aérien de juin dernier, le raid incontesté sur Natanz, Ispahan et le 3e site, aurait, selon lui, tout détruit. Oui, Fordo? Vous parlez bien de Fordo? Fordo, Natanz et Ispahan. Il affirme, d'un côté, que les États-Unis doivent enlever la poussière et que l'Iran a donné son accord. C'est faux. L'Iran a, en réalité, déclaré qu'il conserverait les matériaux. Le président Poutine en a d'ailleurs parlé en détail, de façon assez intéressante, samedi soir. Je pourrais y revenir dans un instant. Il ne fait aucun doute que l'Iran refuse de remettre les matériaux nucléaires enrichis, qu'il s'agisse des stocks actuels ou de ceux qui pourraient être produits à partir de Bushehr et d'autres installations nucléaires. Trump dit à la fois que nous les avons détruits et que nous voulons les récupérer. Autrement dit, ils existent. Il n'arrive pas à saisir mentalement la contradiction entre les deux. Alors il répète que, selon eux, c'est-à-dire l'Iran, il y a une garantie, pas d'armes nucléaires, pendant une très longue période. Et quelques autres points mineurs, mais ils n'y parviennent tout simplement pas.
minor things, but they just can't get there. That's about his last word on the third. C'est à peu près son dernier mot sur la troisième étape. Mais ça montre qu'il est très loin d'aborder les deux premières. Le cessez-le-feu, des engagements stables, qui incluent aussi l'absence de reprise des bases américaines dans la région, pas de renfort, et ainsi de suite. Il n'arrive pas à saisir ni à traiter les trois étapes. Et il ne les a pas lues, puisqu'il dit qu'il a jeté le document. Il a arrêté de lire le plan. Alors, qu'est-ce qu'on a quand on regarde un tel négociateur? Qu'est-ce que le camp iranien pense quand il voit ces deux négociateurs délégués, Witkoff et Kushner? Du point de vue iranien, au vu de leur bilan à Gaza et ailleurs, ce sont des menteurs, des spécialistes de la tromperie, des agents de sabotage, des faiseurs d'écrans de fumée. On ne peut pas leur faire confiance pour négocier de bonne foi, fondamentalement. Cependant, l'Iran dit, comme vous l'avez rappelé, que Ghalibaf affirme « S'ils veulent négocier, nous sommes prêts ». Ghalibaf, si je ne me trompe pas, ne critique pas explicitement la manière dont Witkoff et Kushner ont agi jusqu'à présent. C'est la même chose avec la Chine, et pareil avec la conférence de presse du président Poutine samedi soir dernier. Alors, qu'est-ce qu'on a au fond? Un président américain qui n'est pas capable mentalement de gérer un plan, quel qu'il soit, en l'occurrence iranien, mais avec des ajouts chinois et russes. Il ne peut pas négocier à travers deux négociateurs que tout le monde considère comme totalement indignes de confiance. On ne peut pas négocier avec eux. Il ne reste donc que Vance, et toute la publicité lancée par Axios sur ce que Vance aurait accompli ou pas, sur les documents qu'il aurait presque signés, sur ce qu'il a fait. Axios, c'est tout simplement un relais israélien à Washington, complètement inexact dans ses intentions. Et le journaliste dont il est question est israélien. Il a servi dans l'armée israélienne, et on ne peut pas le croire. En plus, les faits montrent que tout ce qu'il présente comme une exclusivité, et Trump lui parle assez régulièrement maintenant, lui donnant des exclus, relève de la manipulation. Voilà tout. Donc il est presque impossible d'imaginer comment on pourrait négocier avec un tel ensemble. Vance est mis à l'écart. Witkoff et Kushner ne sont pas dignes de confiance, et Trump est mentalement incapable. Bon, maintenant, si vous le permettez, je vais juste prolonger un peu pour évoquer une contribution importante de Poutine, puis on reviendra à ce que vous avez à dire sur la Chine, sur la visite en Chine. Samedi soir, il y a eu beaucoup d'incompréhension dans la presse occidentale à propos de ce qu'a dit le président Poutine. Il faut préciser, et je le rappelle à notre public, qu'il parlait à la fin du défilé du jour de la victoire et qu'il s'adressait à un groupe de journalistes russes, d'accord? Donc, j'ai résumé ce qu'il a dit comme une politique des 3 ou 4 non. Pas de critique russe envers Trump. Pas de dissuasion russe face aux actions américaines sur le champ de bataille en Ukraine ou ailleurs en Europe. Et pas de dissuasion russe non plus concernant la remilitarisation de l'Allemagne, qui trouve son équivalent avec la Chine et la remilitarisation du Japon. Donc, aucune critique de Trump, aucune dissuasion de l'action américaine, aucun contrôle de l'escalade. C'est ça, en quelque sorte, que la Russie a du mal à saisir en ce moment. On peut entrer dans les détails sur le champ de bataille, en mer, et aussi concernant la guerre des drones, puisque les Ukrainiens utilisent de plus en plus toute leur portée. Et enfin, pas de précipitation. C'est important. Laissez-moi expliquer. La Russie est en quelque sorte dans l'équivalent américain d'une campagne pour les élections de mi-mandat. Les élections législatives nationales auront lieu la 3e semaine de septembre, le 25 septembre, ce qui est très proche. Ce que cela signifie, c'est qu'il y a désormais un verrouillage important des calculs politiques internes liés à la campagne.
Dans une période comme celle-là, que peut faire un candidat qui essaie de mobiliser face au mécontentement croissant du public envers les performances du président, du premier ministre, du gouverneur, du Parlement, et ainsi de suite? Mais il n'y a pas de mécontentement envers l'armée. Son image reste forte et stable. Le lien entre l'approbation de Poutine et celle de l'armée russe s'est rompu aujourd'hui. C'est très important de comprendre comment les Russes commencent à ressentir tout cela. Dans ce contexte, Poutine n'est pas pressé de faire quoi que ce soit de surprenant. Il doit rassurer. Il doit rassurer Trump. Il doit rassurer les Chinois. Il doit aussi rassurer l'Iran, la Corée du Nord et Cuba. En fait, il veut une plateforme relativement stable à l'approche de l'élection, parce qu'il doit faire face à une désapprobation qui monte. Donc aucune critique de Trump, ça fait partie de cette attitude de ne pas se presser. L'absence de dissuasion pour les États-Unis, c'est en réalité une façon de dire on ne va pas intensifier ces menaces d'utiliser les Iskander contre le centre de Kiev. Ces menaces étaient creuses dès le départ. Les Européens les ont traitées comme telles. Il n'y a pas eu d'attaque de drone pendant le défilé de samedi. Il n'y a pas eu de riposte russe. Si on regarde attentivement le champ de bataille, on voit une préparation lente et un ralentissement de l'avancée vers l'ouest. Donc, aucun contrôle de l'escalade, dans aucun domaine. Pas d'escorte militaire en mer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on regarde bien, du point de vue russe, une longue négociation autour de la guerre en Iran, avec un prix du pétrole entre 95 et 110 $, c'est plutôt avantageux. Une longue négociation, donc. Cela nous amène au mois des élections, avec un prix du pétrole à ce niveau-là, et une flotte dont une partie des soi-disant pétroliers alternatifs est à l'arrêt. La Russie n'a pas besoin d'escorter militairement tous les tankers qui sortent, ceux menacés par les Européens, les Américains ou par les attaques de drones ukrainiens. Pas besoin, parce que certains navires sont inactifs. Elle peut en sacrifier, puisqu'elle en a beaucoup. En ce moment, les dégâts causés par les drones ukrainiens sur les infrastructures d'exportation russes ont été plus que compensés par, disons, la hausse des prix provoquée par la guerre en Iran. Donc, on exporte moins en volume, mais on gagne plus en revenus. Et cette combinaison fait partie de la stratégie de Poutine, du genre pas de précipitation avant les élections. C'est, si je comprends bien, la ligne qu'il a essayé de tenir samedi soir. Mais il y a un point important que je veux souligner. Je l'ai publié hier, vous pouvez aller voir les lecteurs aussi, sur Dance with Bears. C'est ce que le président Poutine a dit à propos du meurtre d'Ali Larijani. À Téhéran, ça doit être perçu comme profondément offensant. Pourquoi? Quand le président Poutine a téléphoné au président Trump il y a quelques jours, il a fait remarquer, je crois que c'était le 29 avril, mais j'ai un doute sur la date exacte, que c'était 3 jours après la soi-disant tentative d'assassinat à Washington dans la salle de bal de l'hôtel Hilton. Selon le compte-rendu de Yuri Ushakov, le président Trump a exprimé sa profonde sympathie envers le président Trump, sa famille, ses amis et les responsables concernés, après que la tentative d'assassinat a été déjouée. Il a fait part de sa compassion pour ce qui s'était passé et a adressé des mots d'encouragement au président. C'était le 29 avril. Et pourtant, samedi soir, en parlant de la contribution russe aux négociations sur les questions nucléaires, Poutine a évoqué Ali Larijani, qu'il a rencontré à 4 reprises et avec qui il a négocié sur le dossier nucléaire, à l'époque où Larijani était secrétaire ou directeur exécutif du Conseil suprême de sécurité nationale en Iran. Il a parlé de lui comme étant malheureusement décédé. En russe, il a dit « partie de la vie », autrement dit « décédé ». Now, you never
On ne peut pas utiliser cette expression russe pour parler de bombardement, d'assassinat ou de meurtre. C'est pourtant ce qui est arrivé à Larijani. Et en plus, Poutine sait très bien que Netanyahou s'en est attribué le mérite et que Trump l'a immédiatement approuvé. Alors pourquoi exprimer de la sympathie pour Trump après une tentative d'assassinat, tout en employant des euphémismes outrageusement doux pour parler du meurtre et de l'assassinat de Larijani? Ça montre bien la manière dont le président Poutine s'exprime en public pour se rendre agréable ou apaiser le président Trump. C'est le premier point. Aucune critique de Trump. That's the first no criticism of Trump.